Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans Zigzag Café. Je vous le rappelle, une semaine consacrée à l'abbé Pierre, et plus particulièrement d'ailleurs, une semaine consacrée à une rencontre dans le cadre de la semaine d'unité de prière. L'abbé Pierre se rendra à Saint-Pierre. C'est une invitation extraordinaire à laquelle il tenait beaucoup. Et on va vous passer, avant que nous entrions dans l'émission, avant que je vous présente nos invités, j'aimerais que nous retrouvions un court instant l'abbé Pierre dans sa maison de retraite à Esteville. C'est un téléphone qu'a pu filmer et enregistrer Alex Descotes, téléphone au cours duquel l'abbé Pierre dit à quel point il se réjouit de venir, certes demain sur ce plateau et après-demain, mais surtout dimanche, prêcher à la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Cette initiative est venue du pasteur de la cathédrale Saint-Pierre calviniste de Genève, qui est venu me demander si j'accepterais de venir parler à la cathédrale. Et il y a comme ça une semaine pendant laquelle j'ai 5 réunions avec des amis de l'église calviniste. Et quand on se souvient de tout le sang qui a coulé dans les guerres de religion, c'est une joie de me retrouver dans la paix avec eux. Voilà, c'est une joie de me retrouver dans la paix avec eux. On va pouvoir se le dire encore aujourd'hui, surtout préciser ce qui va se passer, mieux faire connaissance d'ailleurs des différentes personnes qui vont y participer. Je rappelle, Georges Chevieux est avec nous, avec Gérard Christin. Ils sont tous les deux responsables de la communauté d'Emmaüs à Carouge, Relations extérieures, la communauté, et puis c'est l'occasion, vous serez un peu les porte-parole de l'abbé Pierre, qui, je le rappelle, sera sur ce plateau demain et après-demain. On s'en réjouit déjà, on a un peu préparer toutes nos questions et ça va être sûrement un moment très fort. Gilbert Albert est avec nous. Georges, si vous deviez, bien sûr, Gilbert Albert, on connaît le joaillier Gilbert Albert, mais si vous deviez m'aider à présenter Gilbert Albert en rapport avec l'abbé Pierre, comme diriez-vous ? C'est d'abord Gilbert Albert, c'est un type fabuleux parce qu'il est d'une générosité totale et d'une disponibilité. Et par rapport à l'abbé Pierre, je crois que ça a fait tilt. La première fois qu'on l'a rencontré, c'était en 93. Il y avait Bill et Gilbert, que j'ai emmené à Esteville. Et je crois que ça a été un moment fabuleux. Je crois que ça a été un moment d'échange. Puis depuis, je lui casse les pieds. C'est pas vrai. Gilbert Albert, juste un mot. Vous vous souvenez de votre première rencontre avec l'abbé Pierre, l'impression qu'il vous a faite ? Je ne l'ai pas oublié depuis 1954. Je me souviens qu'il était venu à Genève. Il avait tellement convaincu les Genevois et les Genevoises. Oui, il y avait eu des centaines de personnes. C'était incroyable. Ouais. Les gens donnaient tout l'argent qu'ils avaient. Et ce qui a été formidable, j'ai appris que les femmes qui étaient là donnaient leurs bijoux. Ah ouais. C'est pas pour ça que je me souviens de lui, mais c'était extraordinaire. Et c'est depuis 1954 que j'ai suivi, j'ai vu qui il était. Mais parfois, on voit un personnage charismatique, et puis quand on le connaît mieux, quand on a l'occasion, comme vous, de le voir assez souvent, on est un peu déçu. On se dit, pas du tout, alors. Ouais. Non. Ceux qui sont déçus, c'est qu'ils ne savent pas regarder, ils ne savent pas l'entendre. Non, c'est un homme merveilleux, extraordinaire. Et puis, je crois qu'il est tellement mieux quand il est avec des gens qu'il aime. C'est un homme extraordinaire, pas un type, un homme extraordinaire. Il est très vrai et il a besoin qu'on l'aime. Je crois que c'est surtout ça. Et on l'aime. Merci. Bill McComish, bienvenue. Bonjour. Alors, on peut dire que dans l'événement qui se produira dimanche, qui sera d'ailleurs télévisé, le culte de Saint-Pierre, vous allez recevoir dans votre cathédrale l'abbé Pierre. Pour vous, est-ce que c'est aussi un moment qui sera important ? Pour moi, c'est très important parce que je l'accueille avec tellement de joie. Ouais. Dans la cathédrale Saint-Pierre, parce que moi j'étais aussi là à Esteville en 93 avec Gilbert, avec Georges et 2-3 autres personnes, et je pense qu'on a eu un courant qui est passé depuis ce moment-là, parce que comme Gilbert, j'étais attiré par la personne, parce que quand vous dites, il y a souvent une certaine mythe, une certaine aura au sujet de la personne, on rencontre la personne, et là, on est un tout petit peu déçus. Alors, avec l'abbé Pierre, j'ai trouvé quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui est vif, quelqu'un qui est drôle, et quelqu'un qui est entier, et quelqu'un, surtout, peut-être c'est surtout ça qui compte pour moi, quelqu'un qui a pu concrétiser sa foi chrétienne. Donc, il fait quelque chose avec sa foi. Alors, Bill, on va vous faire passer un mauvais quart d'heure. Parce qu'on va d'abord dire qui il est, le retrouver dans un certain nombre de situations. Et par exemple, on va commencer, c'est septembre 97, c'est l'installation à la cathédrale Saint-Pierre, un sujet de nos collègues de l'actualité. La première fois que je prêche comme pasteur de la communauté, alors personnellement, je trouve que c'est un petit peu stressant. Personnellement, j'ai beaucoup de trac.
Émotion pour le nouveau pasteur de la cathédrale Saint-Pierre à quelques minutes de son premier culte hier matin. Il faut dire que Bill McComish quitte son petit temple de Chouilly dans le Mandement pour rejoindre la plus célèbre chaire du monde, celle de Jean Calvin. Un culte chargé de symboles donc, avec une amicale passation de pouvoir entre le pasteur Babel et son successeur. Un premier culte très solennel aussi, qui s'est achevé dans la joie, avec en guise de bienvenue sur le parvis de la cathédrale, la cérémonie des boîtes, une tradition protestante très ancienne et très bruyante. Une manière d'annoncer la couleur d'un ministère que Bill McComish a prévu de muscler. Le nouveau pasteur compte en effet réveiller la paroisse de sa torpeur. Je suis assez combatif et j'aime bien brasser ma communauté. Alors on va bien s'amuser ensemble. Cet Irlandais de 56 ans n'a pas franchement froid aux yeux, donc il faut dire qu'il a fait ses classes dans les quartiers chauds de Belfast. Mais Bill McComish sait aussi qu'à Genève, il devra composer avec la mémoire prestigieuse d'une cathédrale chargée d'histoire. C'est un bâtiment médiéval que j'adore et par contre, ce bâtiment est un empêchement à mon ministère, dans ce sens que c'est un bâtiment qui a une importance architecturale, historique. Parfois, on voit ça plutôt qu'un endroit où on prêche la parole de Dieu. C'est un petit peu comme une sorte de forteresse. Alors d'abord, une petite précision, vous étiez auparavant à Satigny, non pas à Chouilly. Oui, Chouilly, ça faisait partie de ma paroisse, ouais, mais c'est ça. Le temple était à Satigny. Et puis cette tradition où l'on voit des pétards exploser, vous savez... Avec les boîtes? Oui, avec les boîtes. Moi, j'ai aucune idée, mais on fait ça depuis toujours à Chouilly, à Bordigny, à d'autres endroits. Je pense les Garçons de Chouilly, c'est une des associations les plus anciennes de la République. Et normalement, on tire les boîtes pour les naissances et ils sortent les mariages des garçons. Maintenant, évidemment, de nos jours, la qualité des sexes, on fait ça aussi pour les filles. Alors, mais moi, j'étais très, très touché. Est-ce que c'est très facile de passer de Satigny, qu'on va découvrir tout à l'heure d'ailleurs dans un reportage, à Saint-Pierre, l'imposant de Saint-Pierre, tel qu'on l'a décrit là? Alors, le temple de Satigny, c'est aussi assez imposant. Et le Mandement, quelque part, c'est Genève, c'est les mêmes familles, on a à peu près la même mentalité. Mais évidemment, j'ai un certain pincement de cœur parce que j'ai tellement aimé les vignes, la campagne et tout ça. Et maintenant, je me trouve dans la ville. C'est très beau, c'est très élégant, mais c'est pas tout à fait la même chose. Allez, on va vous retrouver à Satigny. Je viens de la campagne moi-même. Et je trouve que les gens du Mandement, c'est les gens qui sont très, très entiers. Ils sont très passionnés, ils sont très droits. Et moi, je me sentais très, très bien ici. Ah, voilà Bill. Et voilà, bonjour, Jaline. Bonjour, comment vas-tu? Bien, pas. Oh, ça va bien. Écoute, je cherche Raymond. Raymond, ben, il doit être chez lui, normalement. OK. Bonjour. Tu peux? Voilà. Voilà. J'ai un petit peu perdu l'habitude. Oh, tu as bête au doigt, alors l'habitude, hein? Ouais, alors voilà. Il faut penser que je suis un vieux monsieur qui a un accent bizarre, qui porte les longues robes noires. Mais à part cela, je suis normal. Le paysage influence les gens, mais les gens ont influencé le paysage parce que regardez les mains d'un viticulteur d'un certain âge qui a travaillé avec les fils de fer. Et vous voyez les mains qu'il a. C'est les gens qui ont travaillé très, très dur, qui ont créé un paysage d'une très, très grande beauté autour de nous. Alors, c'est un paysage qui est ancien parce qu'il y a les vignes là depuis le temps des Romains, mais il y a quand même, c'est un paysage qui a été créé par l'homme. Vous vous souvenez du nombre de baptêmes que vous avez fait? Oh, ça, je sais pas. Ça doit être j'étais là pendant plus que 10 ans. Je pense que ça doit être dans les 200. Quelque chose comme ça. Et les mariages? Les mariages, encore plus, je pense. Moi, je dirais 250, 300. J'ai beaucoup de crimes à mon actif. Alors, voilà. C'est une très ancienne église. La façade que
Vous voyez, c'est le 18e et à l'intérieur, les parties du 15e, du 12e. Quand on a fouillé l'église, il y a la partie du 4e, c'est tout construit sur un site païen. C'est un des bâtiments clés de toute l'histoire de Genève. Avec l'atmosphère du temple de Satigny, si on a un bon organisme, si on a de belles fleurs, pour chaque mariage, il y a 2 filles qui sont accrochées à leur mec qui pense l'église, la musique, les fleurs, l'endroit. Et puis, on a 2-3 téléphones dans les semaines qui suivent. Et, écoutez, monsieur, on a été au mariage d'eux. Est-ce que c'est possible? Alors, voilà. Alors, vraiment, mais c'était fabuleux comme époque. J'avais beaucoup de plaisir à être à Satigny et d'aider tous ces gens à construire leur avenir. Gilbert Albert, il parle bien du mandement, il est intégré là, hein, c'est impressionnant. Tout à fait. Il y avait toujours du bon vin chez lui. Oui, j'ai l'impression. Dites-moi, Georges, bon, demain, il y aura la rencontre, hein, puisque l'abbé Pierre sera là, Bill McComish aussi. C'est des hommes faits pour se rencontrer parce qu'ils se ressemblent d'une certaine manière. Oui, ils se ressemblent beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire découvrir l'abbé Pierre. Il le connaissait, mais d'avoir une relation directe avec lui. Parce que, comme lui, on le connaît à travers les médias, l'abbé Pierre, et tout comme ça. Mais en réalité, c'est un prêtre, c'est un ecclésiastique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien de formidable. Il applique uniquement l'évangile. Et McComish, c'est ce qu'il fait. Et alors, j'ai fait rencontrer 2 hommes qui ont la même foi. Bon, je dirais que tout de même, quand on entendait tout à l'heure Bill parler, il dit « Je vais un peu dynamiser cette cathédrale Saint-Pierre, je vais un peu faire bouger ces gens ». C'est un langage qui n'est pas loin de celui de l'abbé. Ah, totalement. Voilà. Oui, je crois qu'ils ont vraiment un fond commun à exploiter, hein, les 2. Dites-nous, Bill, vous êtes né où en Irlande? Je suis né dans le comté d'Armagh, qui est plus ou moins dans le centre, c'est juste dans le nord. Et vous avez fait vos études là? Oui, j'étais à l'école dans le nord, j'étais à l'université dans le sud, et puis je suis venu à Genève pour faire un doctorat. Ouais. Pour nous, l'Irlande, ce sont des paysages extraordinaires aussi, c'est aussi une terre de violence. Et vous avez été notamment, vous avez travaillé dans les prisons en Irlande, à Belfast. Oui, j'ai travaillé dans une prison pour les femmes qui était plutôt là à cause des événements terroristes. Et j'ai travaillé avec les prisonnières. Et on dit qu'en 1974, il y a eu une prise d'otage dans laquelle vous avez joué un rôle. Vous pouvez nous raconter un petit peu? Oui, c'était évidemment une sorte d'émeute dans la prison. La prison avait été saccagée par les femmes. Ça m'a donné une autre vision de la femme. Et puis, par-dessus le marché, les femmes ont kidnappé le gouverneur. Alors, on a dû négocier pour voir si, éventuellement, les femmes étaient d'accord de rendre le gouverneur. On ne savait pas du tout s'il était vivant ou pas. Parce que parmi ces femmes, on avait des femmes très, très violentes. Et comment est-ce que vous avez agi, vous, dans cette circonstance? Qu'est-ce que vous avez eu à faire et comment est-ce qu'on intervient dans une prise d'otage et un milieu qui est tout d'un coup aussi hostile? Mais le milieu était hostile, mais les relations personnelles étaient bonnes. Donc, ce qu'on fait, on avait certains chefs de file selon les organisations paramilitaires qui étaient présents dans la prison parmi les femmes. On demande à parler avec telle et telle femme, et puis on commence à entrer dans un dialogue. Mais je n'étais pas seul, j'ai joué un rôle, mais avec beaucoup d'autres personnes. Mais c'est le dialogue qui permet de faire baisser la tension, Totalement. Le contact personnel. Hein. Totalement. Oui, c'est comme dans n'importe quelle prise d'otage. On commence à désamorcer une situation par le dialogue. Et vous vous souvenez comment vous étiez quand ça a été fini? Quand c'était fini, on avait donc, c'était au milieu de la nuit, à peu près 4 heures du matin, les prisonnières ont demandé à moi et l'aumônier catholique de rester dans la prison parce qu'ils avaient un petit peu peur des représailles. Alors, pendant une certaine période, tout le monde avait peur des suites de cette prise d'otage, mais le gouverneur il était bien vivant, il buvait le thé, il mangeait les biscuits avec les prisonniers. Mais nous, on ne savait pas. Mais après, même
dans l'état de la prison, les filles ont dû aller au lit, elles étaient crevées. Alors, et le Monnier catholique et moi, on était là dans la prison avec ces femmes dans leur chemise de nuit, avec leurs non-ours qui allaient retrouver leur lit. Mais c'était surréaliste. Quelquefois, quand on voit dans la presse un événement comme celui-là, prise d'otage dans une prison à Belfast, il nous manque tout cet arrière-fond d'humanité, au fond, de gens qui sont dans un grand désespoir et qui ont des comportements très humains aussi. Oui, mais je pense que la première chose à apprendre quand on entre dans une prison, qu'on a affaire avec les femmes et les hommes, avec les êtres humains. Voilà. Merci, Bill. On va vous retrouver à la cathédrale Saint-Pierre au travail. J'aime bien travailler dans la vieille ville. Tout le monde passe par la vieille ville. Il y a beaucoup de rencontres, il y a quand même le Grand Conseil, il y a beaucoup d'administration, il y a le palais de justice, il y a l'office des poursuites, et bien sûr, il y a la cathédrale. Alors comme ça, il y a beaucoup de raisons pour venir dans la vieille ville, à part les cafés et les commerçants. J'ai juste à te signaler donc que les Écossais, il y a encore une 10 ou quinzaine d'Écossais qui se rajouteront aux 60 choristes. Ah, que ça. Voilà. Bonjour. Je pense ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas comme la paroisse de Satigny. À Satigny, il y a une communauté qui est une communauté très, très claire. Les gens ont une identification comme habitants de Satigny. La vieille ville, c'est très souvent les gens qui travaillent ici ou qui visitent, mais qui n'habitent pas. Il y a des gens qui habitent, mais ça, c'est juste qu'une partie. Et à la cathédrale, comme c'est une église très, très publique, très connue dans le monde entier, ce qu'on fait là-bas a une importance qui dépasse la communauté des gens qui habitent la vieille ville de Genève. Qu'est-ce que ça représente d'être le successeur de Calvin, de Farel? Alors ça fait pas grand-chose. Dans ce sens que je pense Calvin, Farel, c'est les noms qui viennent d'une époque quand on imaginait que l'histoire de l'humanité, c'est une série de grands personnages. Alors moi, je suis pas un grand personnage. Mais par contre, j'essaie de faire exactement ce que Calvin a fait dans son temps. Je fais réunir ma foi personnelle, la théologie traditionnelle de l'Église et le monde réel. Alors, Bill, encore une question. Vous êtes à la tête de Saint-Pierre. Est-ce que c'est un choix qu'on fait? On se dit, tiens, moi, je suis en Suisse depuis un certain nombre d'années, j'aimerais beaucoup être le pasteur de Saint-Pierre, ou ça vous tombe dessus? On m'a demandé de faire application pour le poste. Et franchement, j'avais quelques réticences parce que je ne suis pas suisse, je ne suis pas genevois, j'ai un accent épouvantable et j'étais très bien à Satigny. Mais précisément, puisque je ne suis pas francophone d'origine et la cathédrale, c'est un endroit qui est quand même d'une importance internationale, j'étais tenté d'accepter parce que c'est quand même un poste où on peut faire bouger les choses, on peut dire les choses. Alors, c'était une responsabilité. Bien sûr. Gilbert Albert, ça ne vous a pas étonné, vous, que l'on retrouve à la tête de la cathédrale Saint-Pierre un Irlandais Non, pas du tout, parce que il l'a dit pour moi, une fois, il a dit que je n'étais pas un tiède. C'est pas un tiède. C'est un ancien joueur de rugby, ça il ne l'a pas dit encore. Donc je crois qu'il a l'habitude de la mêlée, et je pense que c'était quand même nécessaire. On ne va pas jeter la pierre sur ceux qui ont tenté d'amener du monde à Saint-Pierre. Mais je pense que c'est bien que Bill arrive et que cette église ne soit pas un lieu pour touristes uniquement. Et que les touristes ne posent pas la question qui se pose assez souvent en disant « mais est-ce que c'est un lieu de culte ?» Alors je pense que ce serait peut-être nécessaire qu'on y voit une croix et qu'on sache un peu que c'est une église et non pas un monument qu'on va visiter. Vous avez une communauté de fidèles, là, on peut dire, autour de la cathédrale Saint-Pierre, ou ce sont plutôt des gens qui se réunissent Non, il y a une paroisse. Il y a une paroisse qui comporte la vieille ville, on a de tout. Le dimanche, un dimanche ordinaire, on a quand même nos propres paroissiens qui viennent. Et aussi les paroissiens, il y a de tout. Il y a des familles qui sont plutôt aisées, on a des sans domicile fixe qui viennent tous les dimanches. On a toute la gamme de la société parce que c'est une église quand même de centre-ville aussi.
Et puis il y a eu un moment extrêmement fort, vous étiez là naturellement, c'était dans votre cathédrale, c'est l'enterrement des victimes de l'accident du MD-11. Et je suppose que là, ça c'est quelque chose qu'on n'oublie pas lorsqu'on est là et qu'on officie. On avait un avant et on avait un après. Oui. Mais c'était instinctif que le pasteur Schmidt et moi-même ont pris l'initiative d'organiser un office de prière avec les catholiques, les orthodoxes, les bouddhistes, les musulmans, les juifs, pour avoir les extraits de liturgie pour les morts, pour ces victimes. Parce que c'était une cérémonie de deuil national et je pense que toute la communauté dans son ensemble avait besoin d'exprimer leur deuil, mais ensemble. Et pour nous, c'était un événement très très fort. Je suis sûr. On va vous retrouver avec un certain nombre de photographies. Vous allez voir. Ah. Ce sont les photos de votre famille qui sont épinglées, là? Pas uniquement. Ça serait une très grande famille. Non, c'est une sorte de communauté personnelle. C'est les gens avec lesquels j'ai passé des moments de mariage et de baptême, toutes sortes de choses. Il me semble qu'il y a beaucoup de dames qui vous embrassent. Alors, oui, il y a quelques-unes. Alors, j'ai groupé les dames qui m'embrassent plutôt vers la porte pour encourager les autres. Voilà. Ah, vous embrassez? Ah, mais bien sûr, quand même. Mais chaque photo a son histoire. Et il y a des photos qui me parlent beaucoup. Il y a une photo avec le pape, où je suis avec un de mes fils. Il y a quelques années, il y a déjà une photo avec l'abbé Pierre, Gilbert Albert, Georges Chevieux, un de mes fils. Il y a une photo du mariage d'une de mes filles. Mariage typiquement genevois. Moi, j'ai marié ma fille avec un Marocain. C'est un archevêque catholique qui a prêché. Et les amis de noces étaient vietnamiennes, irlandaises et marocaines. Alors, c'est une famille typiquement genevoise. Je vois beaucoup de jeunes filles qui viennent, jeunes femmes qui viennent pour les entretiens avant le mariage, qui arrivent en t-shirt, en jeans, qui sont très, très belles. Et puis, je vois parfois avec stupéfaction ce qu'elles ont choisi comme robe de mariée. Alors, mon idée, si jamais l'Église me pousse dehors, je vais me recycler comme dessinateur de robes de mariée. Voilà, parce que je pense que j'ai vu un petit peu plus que les autres. Vous êtes d'accord, Gilbert? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'ils se retrouveront aussi sur un terrain de l'humour? Parce qu'on a compris que Bill a beaucoup d'humour, mais est-ce que l'abbé a de l'humour? Ah oui, beaucoup, énormément. J'ai assisté il y a quelques mois à une conversation entre l'abbé Pierre qui a duré 1 heure dans une chambre d'hôtel. Avec Bill? Avec Bill et l'abbé Pierre. J'étais au milieu, j'ai écouté vraiment d'une intensité telle que c'était plein d'humour, vraiment. J'espère que demain, il y aura un échange d'humour de ce type entre Alors, les deux. Racontez-nous ce qui va se passer dimanche. Alors, ce qui se passe dimanche, c'est donc une célébration pour l'unité de l'Église. Alors, l'unité de l'Église, pour moi, ça s'exprime de plusieurs manières. Il y a donc les grandes institutions. On n'aura pas seulement l'abbé Pierre, il y a Konrad Reiser, qui est donc le secrétaire général du Conseil œcuménique. Il y a le père Bria, qui est un prêtre orthodoxe. Il y a la musique, il y a le chœur de la cathédrale, il y a l'orchestre Saint-Pierre-Fusterie. Alors, on a tout un événement qui est organisé pour célébrer l'unité de l'Église. Alors, l'unité de l'Église s'exprime avec les grandes institutions religieuses, oui, mais aussi avec les femmes et les hommes, aussi avec les enfants. On aura les enfants de l'école de dimanche et les 2 enfants qui vont lire une prière avec les jeunes, les vieux. Moi, je pense que l'unité de l'Église, c'est l'unité de l'humanité. Alors, vous allez voir, préparation, notamment avec des jeunes qui ne savent pas toujours d'ailleurs qui est l'abbé Pierre, c'est un peu normal. Qui sait quelque chose au sujet de l'abbé Pierre? J'ai vu des têtes qui hochaient autour de la table, mais qui sait quoi? Parce que moi, je le connais comme une personne emblématique, mais est-ce que vous avez déjà lu ses livres, le livre autour de lui?
Moi, je le connais, on le voit avec une barbe comme ça, puis un long manteau des fois sur les affiches. Des lunettes. Oui, tout à fait. Moi, je le vois comme ça en tout cas. Il y a une organisation qui est associée avec l'abbé Pierre. Tu sais, comment ça s'appelle? Emmaüs, non? Oui, tout à fait, ça s'appelle Emmaüs. Je sais pas le reste. Oui, justement. Alors, c'est lui qui a fondé Emmaüs. Parce que je pense pour votre génération, en Europe, surtout en Europe de l'Ouest, évidemment, les temps sont durs, les temps sont difficiles. J'imagine que la plupart de vos parents, parfois les fins de mois, on se demande comment on paye les facteurs pour le mois prochain. Ça arrive à tout le monde. Mais dans les années de l'après-guerre, on a eu vraiment une misère en Europe que vous avez jamais vue. Et on avait des gens qui n'avaient pas de logement, les gens qui étaient en train littéralement de mourir de froid. Et ils trouvaient que c'était obscène dans un pays développé comme la France que ce genre de situation existait, dans un pays dit chrétien. C'est quelqu'un qui travaille sur le terrain et il a fondé ces communautés d'Emmaüs qui existent maintenant, je pense, un peu partout dans le monde. Mais ça a toujours été une action pour les défavorisés, pas seulement de donner comme beaucoup d'organisations caritatives, simplement de faire un petit peu patriarcal, mais de dire, mais vous êtes pauvre, moi je suis riche, je vous donne quelque chose. Mais d'aider les gens à venir en aide à eux-mêmes. Et je pense que c'est ça qui est très, très fort. Alors, moi, j'aimerais bien que vous réfléchissiez là-dessus. Et je vais peut-être vous diviser en 3-4 groupes. Et puis, vous réfléchissez au sujet d'une question à poser à l'abbé Pierre. Georges, je trouve qu'il l'a bien présenté à ces jeunes catéchumènes. C'est un bon avocat. Oui, il me semble. Ah oui, ça c'est vraiment... Il a tout compris. Hein. Ça ne vous étonne pas, cette méconnaissance, je dirais. Il y a des jeunes sur ce plateau, je suis convaincu, si on leur posait la question, ils ne connaissent pas aussi beaucoup l'abbé Pierre. C'est tout à fait normal. Quoi, hein. D'abord, c'est un homme qui est âgé, et puis on le connaît surtout à travers les médias, à travers une image qui est rarement la bonne. Mais bon, moi, l'abbé Pierre, pour moi, c'est quelqu'un... bien souvent, on vient voir la vedette médiatique, mais en réalité, c'est un homme. Et c'est un homme d'église. Et je crois que c'est la chose la plus importante. Alors, juste, j'aimerais vous poser une question, parce que je suis sûr qu'elle est dans l'esprit d'un certain nombre de téléspectateurs. L'abbé Pierre, en 1941-42, va prendre un certain nombre de positions à Lyon, et notamment, on peut considérer qu'il est injuste, c'est-à-dire sauver beaucoup de Juifs. Récemment, les journaux en ont fait largement état. L'abbé Pierre s'est prononcé à propos d'un ouvrage de Garaudy sur ce même problème. Que s'est-il passé là, selon vous? Est-ce que l'abbé a dérapé? Est-ce qu'il n'a pas compris la question? Pourquoi a-t-il cru devoir prendre ce genre de position? Alors, je ne peux pas parler à sa place, mais d'abord, pour revenir à sa prise de position dans la résistance, il a pris sa position en résistance en 41, fin 41. Ce qui veut dire qu'il y avait très, très, très peu de résistants. Hein. Là, maintenant, beaucoup de gros bras. En 45, il y en avait beaucoup plus. Et qu'est-ce qu'il faisait en 41-42 ? Alors, il était à la cathédrale de Grenoble. Donc, il était simplement prêtre dans cette cathédrale et il a été abordé par des juifs qui essayaient de se cacher parce que, on commençait à faire des rafles. Et certains arrivent à s'échapper, ils sont venus à la cathédrale, et avec sa secrétaire qui était déjà Mademoiselle Coutaz, ils ont commencé à organiser, pas tout seuls, bien sûr, ils se sont mis dans des réseaux, et ils ont commencé à passer des juifs et des non-juifs, des gens qui étaient recherchés, en danger. C'était après le Veldiv, c'est à peu près cette période. C'est à peu près cette époque-là, quoi, hein, quand la zone sud a été envahie, et puis mais les lois scélérates avaient déjà lieu, hein, donc... Alors donc, il a pris position. Après, c'est un homme... moi, je suis passionné par lui. J'aimerais bien passer ma passion, parce que c'est un homme juste et qui a toujours réagi d'une manière juste. Parce que quand il a pris ses positions pendant la guerre, il les a prises, il a pris des risques, puisqu'il a même été arrêté, il s'est évadé. Enfin bon. Mais après, pareil, on arrive en 49... Il aurait pu finir une vie de député tranquille. Il s'est de nouveau réengagé
parce qu'il y avait du danger pour l'être humain. Alors quand arrive l'affaire Garaudy, est-ce que c'est un dérapage? Il n'a pas compris la question? C'est une fidélité? Il n'a pas lu le livre? Oui, non. D'abord, il n'a pas lu le livre. Il le dit très bien. Alors ça, c'est clair, net et précis. Il lit pas. Il lit pas de bouquin. Donc il ne faut pas dire qu'il ait lu le livre. Simplement, il a répondu à une question. Et c'est net. C'est sur Antenne 2, à 20h30. Il dit je n'ai pas lu le livre. Il le dit. Mais j'ai entièrement confiance à mon ami Garaudy, qui était résistant avec lui pendant la guerre et qui a été député avec lui de la Constituante en 1944 à sa démission en 1951. C'est tout. Et puis après, je pense que les médias n'avaient rien à dire pendant ces quelques jours, et puis on sautait sur l'occasion et l'ont démoli. Vous avez essayé d'organiser sa défense, essayé de dire des choses, essayé de faire en sorte qu'on rappelle tout de même le parcours du personnage. Oui, on a hurlé, mais dans le vide, parce que effectivement, personne ne nous écoutait, quoi. On nous amenait en bateau pendant quelques mois, et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a sorti du circuit, on l'a mis à part, et puis ça s'est calmé. Et puis beaucoup de personnes savaient très bien que après le cyclone, il y a toujours l'anticyclone. Mais si tu permets, je crois qu'on ne sait pas le mal qu'on a fait à l'abbé. Ah oui, on a fait un mal énorme, c'est une horreur. Il a souffert, je peux vous assurer qu'il a souffert. Et ça, on l'oublie. Et il est évident qu'il faut se mettre à la place des gens qui lisaient et qui croient que tout ce qui est écrit dans les journaux est la vérité. Et là, je pense que la presse a fait un mal. Est-ce qu'il a pas pas seulement pour l'abbé, mais aussi pour les compagnons. Parce qu'il y a des compagnons qui sont partis. Est-ce qu'il n'a pas fait une grosse bêtise? Je dirais que ce n'était pas utile, ou peut-être quelqu'un aurait pu lui conseiller de lire le livre d'abord, avant peut-être de donner son avis. Oui, non, mais il faut se remettre dans le contexte. Nous, on y a été en 93, les trois. On a été reçus, je crois, 3 heures de temps. Dans les 3 heures de temps, si on a eu 20 minutes avec lui, c'est le maximum. Parce qu'il y avait un Premier ministre, après il y a eu un ministre des économies. Tout le monde venait le solliciter. C'était un type hyper sollicité. Pour rien, parce que l'abbé Pierre, c'est l'abbé Pierre, c'est un homme d'église, je le répète, mais c'est pas un expert en économie, heureusement pour nous. Et puis c'est pas un politicien. Il parle trop. Il parle trop, il dit toujours ce qu'il a dans le cœur. Vous avez pu lui dire ça, vous qui êtes tellement proche, vous avez pu lui dire l'abbé, vous parlez trop? Non, je n'ai pas dit, monsieur. Pas comme ça. J'ai dit simplement que là, il fallait prendre du recul, et c'est ce qu'on a fait. On a pris du recul. Vous l'avez protégé un peu. On l'a protégé, on l'a amené en Suisse, calmement 1 mois. Je crois que ça s'est calmé. Et puis, j'ai juste le souvenir, effectivement, quand il est venu en Suisse, c'était dans le Valais, et il a donné une conférence de presse à Zermatt. Et pratiquement pendant les 3 quarts d'heure de la conférence de presse, il a passé un quart d'heure il était abattu à sangloter, quoi. Il était en plus attaqué par des journalistes, alors qu'il n'était pas venu pour ça, et c'était assez vraiment dramatique. Non, mais, et puis en plus, moi je peux parler à titre personnel. C'est un homme à qui je dois beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'amitié avec lui. Mais moi, j'étais à Lyon, je suis né le 1er septembre 1943 à Lyon. Je suis né dans une cave, caché par des jésuites, dans un couvent. J'ai pas vécu la guerre, puis je suis né en 1943 et Lyon a été libéré le 28 août 1944. Mais mes parents m'ont toujours dit, il n'y a pas eu que des salauds, il y a eu des gens qui ont pris des risques, et l'abbé Pierre en fait partie. Et je crois que les Palestiniens, quand il leur est arrivé le malheur qu'on sait, prononcent le mot Nakbar, je crois, eh bien, il a toujours prononcé Nakbar quand il y a eu des problèmes, et il s'est mis toujours en premier. Il a toujours été en première ligne. Et c'est normal qu'il prenne des coups, parce qu'il défend, il va jusqu'au bout de ses convictions. Bien, merci à tous. Moi, je voudrais vous proposer maintenant que nous quittions la cathédrale Saint-Pierre pour nous rendre dans une chapelle qui est à Carouge, plus exactement dans la communauté d'Emmaüs de Carouge. Et puis, pour faire cette visite et mieux comprendre, ça va peut-être aider vos catéchumènes là, qui veulent s'informer sur ce qui est l'abbé et puis qui sont surtout les gens tout autour dans ce mouvement. Eh bien, on va le faire sous la conduite d'Émile. Émile qui est d'ailleurs sur ce plateau, il pourra peut-être réagir tout à l'heure. Émile qui nous raconte un peu sa vie et surtout qui nous raconte et qui nous fait visiter la fameuse chapelle dont on parlera ensuite.
Là, voilà mon univers un petit peu. Il y a des radiateurs, mais faut pas compter dessus pour se brûler. Parce qu'il n'y a pas de courant. Puis c'est aussi bien comme ça. Qu'est-ce que c'est que tous ces tas de vêtements, de linge? C'était des baraques, il y a un hôpital qui nous a donné. C'est des draps d'hôpitaux, des pyjamas. Donc il y a quelqu'un qui va venir les chercher pour s'en servir d'une façon industrielle, vous voyez, pour essuyer les mains ou autre. Il y a des gens qui viennent se servir? De temps en temps, bien sûr. Ça arrive que le cabanon est visité. Mais on s'aperçoit aussi qu'il y a du matériel qui n'était pas là le soir. Donc il y a des gens qui amènent du matériel et que par la même occasion, ils prennent ce qui leur intéresse. Pour moi, la chapelle, ça représente pas mal de choses. Parce que comme je travaille dehors, et quand il y a la bise, elle me permet peut-être de réfléchir. C'est ce que je vous dis. Mais en plus de me réchauffer un peu. Les portes sont toujours fermées dans cette chapelle? Normalement, elle est toujours ouverte. Comme la maison des Moïse, bien sûr. Les gens qui s'amènent ici, en général, ont galéré pas mal. Les Français, surtout. Même les Suisses. Ils sont à la recherche d'un abri. Aussi bien. Et puis... Ils aiment venir dans cette chapelle? Pas trop. Pourquoi? C'est une question à leur poser à eux. Et vous? J'aime bien m'y recueillir parce que... on peut entendre le silence. C'est un pléonasme, mais c'est quand même la réalité. Et ça me fait du bien. Il y a des clés qui sont... Alors, les clés, c'est un symbole. Ça peut être les clés des appartements qu'on a fait. Ça peut être aussi les clés. Une clé, ça peut ouvrir un tas de portes. Et j'espère qu'un jour aussi, il y a des gens parmi nous qui vont en posséder une de clés, de façon à avoir un chez eux. Ça serait bien aussi. La chapelle est magnifique. Ce sont des dorures baroques, illusoires. Ici, c'est la réalité, en somme. Et bon, elle exprime dans sa pauvreté une certaine richesse. Qui pour moi, ça compte beaucoup. La richesse de l'âme. Ça, on ne l'achète pas. Qu'est-ce qu'elle représente, cette croix? En général, comme toutes les croix. La croix, bon, chacun porte un peu la sienne, dans quelque milieu qu'il soit. Vous avez participé à la création de cette croix? J'étais chercher les fers à béton. Elle pèse combien? Mais je sais que dans l'ensemble, elle est très lourde. Là, je vais peut-être commettre un pléonasme. Tous les croix, même légères, sont lourdes. Il fait froid, Émile, je crois qu'on va refermer la fenêtre. Ouais, parce que, bon, de l'air, j'en prends assez, il me semble. De vous dire. Qu'est-ce que ça représente, ces carreaux cassés? Une maison abandonnée qui peut revivre. La preuve, elle revit. Mais bon, les gens qui sont dehors, ils voient un carreau cassé, ils rentrent. Pour se mettre à l'abri. C'est une maison qui est toujours ouverte? Tout le temps. Parce que les carreaux sont cassés? Exactement, ouais. C'est ce qui se passe chez les sans-abri, souvent. Voilà, retour sur ce plateau. Émile est avec nous. Vous pouvez prendre votre micro, Émile. Merci d'abord de cette visite. C'était une belle visite. On y a vu des clés tout à l'heure. Vous, votre projet, c'est un jour quitter la communauté. Comment vous voyez les choses pour vous, personnellement? Pour moi-même, c'est difficile de faire des projets. Ouais. J'en ai pas tellement. D'autant plus que, bon, j'ai plus 20 ans, j'ai 56 ans. Pour le moment, je me trouve bien à Carouge. Racontez-moi comment est un peu le climat dans la communauté. On a des copains? Comment se passent les soirées? Ouais, c'est-à-dire que j'ai des copains. Je les choisis quand même. Oui. Des bons copains, ouais. Mais on a des clans quand même. Il faut dire aussi que parmi les Français, il y a beaucoup de personnes du Nord-Pas-de-Calais.
Donc on peut parler de notre patois, le ch'timi. Donc on est un peu chez nous. Bien sûr. Et puis le travail, dites-moi quelques mots sur le travail que vous devez faire. C'est-à-dire dans ce cabanon, je reçois les gens qui m'apportent leur matériel et puis je leur dis merci, bien entendu. Quel contact avez-vous avec eux? Vous prolongez parfois la discussion, ça vous arrive de... Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui viennent me porter vraiment des bricoles. C'est plutôt pour parler un peu, pour discuter. Je crois qu'ils en ont besoin. Merci Émile. Je crois qu'ils en ont besoin, dit-il. Hein. C'est bien. Gilbert Albert, bon, c'est une chapelle à laquelle vous tenez, hein, pour des raisons d'ailleurs que Georges peut nous expliquer. Pourquoi est-ce que la chapelle tient à cœur et quel est le rapport avec Gilbert Albert? D'abord, c'est une idée à lui. Hein. Il avait toujours une idée de faire une chapelle, enfin comme ça. J'ai demandé l'avis à l'abbé Pierre, qui m'a dit oui, pourquoi pas. C'est très bien, c'est une bonne idée. Et puis, je crois qu'il nous a mis tout de suite un haut là. Il dit oui, mais bon, il faut que les fenêtres soient cassées. Bon, on a dit un peu. Symboliquement. Symboliquement, pour laisser. Donc, la réalité, c'était pour qu'on entende toujours ce qui se passe à l'extérieur, pas qu'on s'isole dans un chose comme ça. Et puis Gilbert est parti dans son rêve, il l'a réalisé. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Alors on va lui demander qu'est-ce qu'elle représente pour vous. Hein. Vous êtes le créateur, vous êtes l'homme derrière cette chapelle, vous avez investi beaucoup de cœur, de moyens aussi. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Mais je crois qu'elle était nécessaire. Elle était nécessaire aussi parce qu'à Esteville, on a vu une toute petite chapelle où l'abbé disait la messe. Vous l'avez vu hier. Et je crois qu'il fallait qu'il reste un souvenir de l'ancien hangar où les compagnons ont reçu la marchandise, ils l'ont réparée, ils l'ont vendue. Et toutes les poutres de la chapelle sont du vieux hangar qui a tenu combien, 20 ans? En plus, mais plus. 62, oui, 30 ans. Alors ce que je désirais, c'est que ce soit les murs, que ce soit les poutres, que ce soit les fers à béton, ce soit la preuve que les chiffonniers pouvaient récupérer quelque chose et en faire une chapelle. Ce qu'il y a de merveilleux, j'essaye de me souvenir comment ça s'est passé. Honnêtement, je dois dire que j'étais pas seul pour la faire. Et c'est un moment merveilleux, extraordinaire. Bon, il y a des amis qui ont collaboré. Il y a le sculpteur Pierre Cibol qui m'a soudé les fers à béton. Il y a Émile qui est allé les chercher. Il y a les charpentiers, il y a le peintre. Tout ça s'est fait, mais très, très calmement. Les clés, Georges nous en a trouvé, on les a assemblées. C'est plein de symboles, les clés. C'est aussi des portes qui doivent s'ouvrir, parce que je crois qu'on oublie un peu que des gens sont seuls. Et il faudrait qu'ils sachent qu'on peut aller leur rendre visite, même si on a la clé de leur appartement, parce qu'ils sont seuls. Quoi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et j'aimerais vous dire que l'abbé, quand je lui ai dit vous allez à Bochu, est-ce que vous voulez pas leur donner une croix? J'en ai une qui est prête. Et l'abbé se tourne vers moi puis il me dit est-ce qu'ils ont une chapelle? Et je lui ai répondu ça fait rien, sinon on la fera. C'était peut-être le départ pour dire bon, les compagnons n'y vont pas souvent, peut-être que ça les gêne, mais si eux n'y vont pas, d'autres y vont. Et je peux vous assurer qu'il y a même la musique qui entre dedans, et c'est merveilleux de l'avoir fait. Gérard, vous voulez ajouter quelque chose parce que... Oui, simplement que c'est vrai que c'est un délice d'y rentrer, si je peux m'exprimer comme ça, mais pratiquement toutes les après-midi, des gens qui viennent dans notre magasin pénètrent dans cette chapelle, il y a de la musique, comme disait Gilbert, et puis passent des moments. À tout moment, on voit des gens assis, et j'en profite parce que Gilbert est à côté pour encore une fois le féliciter de cette réalisation. C'est tout à fait. Tu es gentil. Non, mais c'est tout à fait splendide. On va juste saluer les téléspectateurs de TV5 en disant vous restez avec nous parce que vous savez que demain on continue et demain on reçoit l'abbé Pierre. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur cette croix, qui est une croix magnifique. C'est vous qui en avez eu l'idée, la croix que l'on voit au-dessus de l'hôtel, oui, avec tout à fait, oui. Ben, écoutez, c'était l'évidence même. Ce bâtiment s'écroulait. Et c'est quand même merveilleux de savoir que l'État de Genève n'avait pas les moyens de le retaper. La dalle du dessus était soutenue par les galandages du dessous. Il n'était pas autorisé d'y aller à plus de 50 ou 100 personnes. Donc il y avait danger, et c'est une maison qui s'écroulait. Et de savoir que c'est les compagnons d'Emmaüs qui, par leur travail, et puis les donateurs aussi, parce qu'il y a des gens qui ont donné de l'argent,
ont pu remettre en état un objet qui est propriété de l'État de Genève. Et je peux dire, nous avons reçu l'assurance que pendant 99 ans, en fait, c'était une location ou une propriété. C'est quand même drôle que ce soit des chiffonniers qui aident l'État de Genève à remettre en état ce bâtiment. Je trouve incroyable qu'on y soit arrivé. Georges a très bien géré l'affaire, toi aussi. Mais en voyant les travaux, il restait ces fers à béton, il restait des morceaux. Il y avait les poutres, on les avait mises de côté, on ne voulait pas les perdre. Et c'était quand même pour dire que des gens qui n'avaient plus rien, avec leur travail, ont pu redonner à l'État de Genève un bâtiment. Et je trouve que c'était le moment de dire merci à ces gars qui, toute leur vie, ont peut-être galéré, mais ils sont utiles parce qu'ils travaillent. Et puis j'aimerais juste dire une chose, Émile, c'était très beau ce que tu as dit. Oui, je trouve que j'aimerais que Georges réagisse. C'était très beau ce qu'il a dit. Il a dit, il y a des gens qui viennent me voir et ils ont besoin de parler. Ouais. Moi, Émile, c'est un compagnon que je connais depuis 30 ans. Hein, on a galéré les premières années ensemble à créer la deuxième communauté en Suisse. On l'a créé les deux, je dois dire, il n'y a personne d'autre qui a travaillé dessus. Et puis, il s'est éclipsé quelques années, il est revenu. Et l'année dernière, il a été très malade. C'était vraiment un miraculé, là. Et c'est un type pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Et il a parlé avec son cœur, tout simplement. Il a exprimé ce que les gens ressentent quand on vient à la communauté. Je voulais revenir sur la pensée première de cette chapelle. C'est un lieu de travail. Hein. Elle est placée au milieu du lieu de travail. Dans la première idée, c'était qu'au milieu de travail où les gens se disputent, parlent un peu fort, il y a un endroit de calme où les gens puissent se réunir ou réfléchir. Et il l'a bien dit d'ailleurs, un silence. Émile, on lui a jamais expliqué, mais... Non, je crois qu'il a été un magnifique ambassadeur. Et donc, et puis petit à petit, on est dit, moi je tiens énormément à la forme que veut donner l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre, c'est lui qui a créé Emmaüs, c'est un prêtre, c'est un chrétien, donc il n'y a pas de raison d'avoir honte de la croix. Donc on a mis une croix parce qu'on est chrétien, puis point à la ligne. On ne fait pas de la propagande à droite à gauche, mais je trouvais que c'était important de rappeler que Emmaüs, il n'y a pas qu'Emmaüs, mais on est un mouvement dans une société qui est chrétienne, et puis on se reconnaît là-dedans, on se reconnaît dans la croix. Et alors Gilbert nous a fait une croix extraordinaire, je dois dire. Et puis je vous propose un petit extrait de l'entretien que nous avions enregistré à Boschut, donc que nous vous avons présenté hier. C'est un moment où l'abbé Pierre, pour poursuivre cette conversation, fixe les 3 règles essentielles du bon fonctionnement d'une communauté. La première règle, c'est on gagne son pain. La deuxième règle, on partage. Le costaud n'a pas plus que le petit vieux qui est capable de balayer. Et troisième règle, c'est la règle qui fait que depuis 50 ans, ça tient. Et ça se fonde à nouveau en Pologne et dans d'autres pays. La troisième règle, quand on aura travaillé pour manger, pour avoir tout ce qu'il faut, pour embellir la maison, pour la chauffage central et tout, on veut travailler plus que ce qui nous suffirait pour nous payer le luxe. Nous qui étions considérés comme des bons à rien, comme des rejetés, des marginaux, etc., nous payer le luxe de donner pour fonder de nouvelles communautés dans des pays plus pauvres, ou pour en fonder de nouvelles, même dans la Suisse. Il y a sûrement des villes qui souhaiteraient, après les 6 villes dans lesquelles ça a commencé, il y a d'autres villes certainement qui souhaiteraient avoir une communauté. Là, le plus difficile, c'est d'avoir le type qui est de taille à être responsable. Le responsable, ça suppose quelqu'un qui soit à la fois un bon industriel, un bon commerçant, pour ne pas se laisser pigeonner par les acheteurs qui viennent prendre la laine, le cuivre, et qui ne voudraient pas le payer le prix normal. Il faut qu'il soit donc homme d'affaires. Il faut qu'il soit en même temps psychologue, quelquefois un peu psychiatre, parce qu'il y en a un qui arrive qui est tordu. Et il faut se le faire et arriver à l'inclure dans la vie commune, n'est-ce pas? Alors,
c'est difficile. Le responsable, quand nous commencions, j'avais personne pour m'aider. Et je disais, j'en cherche 2 tordus, pas dans le même sens, je les mets ensemble et ça fait un responsable qui se tient à peu près d'aplomb. Et il y en a de temps en temps qui partaient avec la caisse. On s'arrangeait pour qu'ils ne gardent pas beaucoup de caisses en tentation. Après chaque vente, on allait vite déposer à la banque, etc. Enfin, c'est arrivé quelquefois. Il y en a, bon... vous avez connu ça quand vous étiez dans le civil. Il y a des tentations. Il faut que le responsable soit un homme fort. Voilà, c'était donc un extrait de cette interview qu'avait accordé au mois de juin l'abbé Pierre aux détenus de Bochu. Bon, Gérard, vous êtes retrouvé dans les tordus qui doivent se mettre ensemble avec un autre tordu pour que ça aille droit? Un petit peu? Oui, bien sûr. Racontez-nous, vous êtes responsable de la communauté de Carouge. On est les deux, avec Georges. Ça représente combien de personnes là? Alors nous avons maintenant actuellement 25 personnes, mais c'est plein. Encore aujourd'hui on a refusé quelqu'un. Et il est vrai que... Les gens viennent vous voir comme ça, comme aujourd'hui. Alors, ils débarquent avec un petit sac sur le dos, ou des fois rien du tout, et puis... souvent, s'il n'y a personne, eh bien, les communautaires, notamment Émile ou d'autres, leur offrent un petit casse-croûte. Et puis, quand on arrive, soit c'est positif ou négatif. On peut leur offrir une chambre ou pas. Et actuellement, je veux dire, depuis le début de l'année, il y a pratiquement une vingtaine de refus. Et c'est-à-dire que c'est la situation qui empire, il y a plus de gens qui ont besoin de vous? Je ne sais pas, ça m'est difficile personnellement de juger parce que je pense que la précarité n'a rien à voir avec le chômage ou quoi que, mais le fait est que, si on en discutait encore hier, si on avait 200 places, ce serait plein. Alors... il y a des limites à tenir. On a augmenté depuis l'année passée, on a augmenté on a construit 6 chambres. Donc ça fait déjà passablement de monde à gérer. C'est pas facile. Mais des conflits, bien sûr, il y en a. On essaye toujours de les résoudre. Et je crois que je vais juste terminer par ceci, c'est que je pense que la plupart sont très heureux, puisqu'on a quand même un noyau des 3/4 restent, ça fait de nombreuses années qu'ils sont là. Ça veut dire que peut-être que ou ils sont trop bien, ou on a bien réussi, on ne sait pas trop, mais enfin on gère ça un peu au jour le jour. Alors Georges, l'homme qui arrive comme ce matin avec son petit baluchon, la règle dans la communauté, c'est qu'on ne va pas lui poser de questions, on ne va pas lui dire d'où viens-tu, qu'est-ce que tu as fait, quel est ton parcours, mais comment est-ce que vous allez pouvoir estimer qu'il pourra s'intégrer ou qu'il ne pourra pas s'intégrer, ou qu'on va lui faire une place? Bon, déjà, il faut déjà qu'il y ait de la place, et puis ensuite on commence à discuter avec lui pour savoir comment on va l'accueillir, si on peut l'accueillir, quelle place il peut tenir dans la communauté. Mais c'est clair que le fait qu'on l'accueille, ça veut dire qu'il y a eu déjà des gens avant qui ont travaillé, qui lui permettent l'accueil. Donc il faut qu'il s'intègre dans le travail commun. C'est la règle première, c'est le travail, comme avait dit l'abbé Pierre, le travail, le service. Merci Bill. Un peu le trac pour dimanche? Oui, toujours. C'est normal ça. Tout le temps. Il faut quand même, en conclusion, tirer un grand coup de chapeau à Bill qui a su quand même lancer cette initiative. Vraiment, c'est fabuleux et j'espère que tout va bien réussir. Oui, Gilbert Albert, ça a l'air facile comme ça, mais peut-être qu'il y a des gens qu'il faut convaincre quand même pour qu'un culte de cette nature puisse se tenir à la cathédrale Saint-Pierre. On ne va pas tout vous dire, mais je crois que Bill a eu beaucoup de persuasion et il est arrivé. J'aimerais simplement pour terminer vous dire que la chapelle, l'abbé a recommandé que ce ne soit pas une chapelle catholique, mais que ce soit un lieu de culte. Il ne faut pas l'oublier et c'est pour ça qu'il est à Saint-Pierre. Je crois que c'est la meilleure conclusion. Merci. On se retrouvera demain pour accueillir l'abbé Pierre. Merci de nous avoir suivis. Trying, cleaning up